Bonjour à tous, bienvenue à la MacCube Academy, qui est un espace d'apprentissage et de transformation qui incarne bien plus qu'une simple vision éducative. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ensemble un concept fondamental à notre structure que nous dénommons le temps d'éveil. Et pour ce concept, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée spéciale que je vais nommer Tibéné Anésia Lafleur. Elle est sage-femme diplômée d'État congolaise. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci, Madame Tassi. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement, d'avoir dit oui à notre invitation et d'être là avec nous. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment heureuse de participer à cette émission pour faire découvrir le métier de sage-femme qui est une vocation au service de la vie. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, sans plus tarder, on ne va pas trop faire attendre notre invité ou encore même les personnes qui pourront nous prendre en cours. Et donc, on va vous demander simplement de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Je m'appelle Tibéné Anésia Lafleur. Je suis sage-femme diplômée d'État. Je suis congolaise de Congo-Brazzaville. Et je viens de finir ma formation l'année passée en tant que sage-femme. D'accord. Et donc, quel a été votre parcours pour que vous en arriviez à être sage-femme aujourd'hui? Premièrement, j'ai commencé mes études primaires dans une école privée du quartier appelée Micolan, jusqu'à ce que j'ai obtenu mon brevet d'études premier. Et mes études secondaires, je l'ai fait, la seconde et la première, je l'ai fait au lycée d'Ompaka, un lycée public. Puis en terminale, je suis repartie dans mon ancienne école où j'ai obtenu un baccalauréat série D. Et ensuite, pour mes études supérieures, je suis allée à Brazzaville. J'ai effectué pas mal de concours, notamment le concours de la FSA, le NEP, l'ISUV, et j'ai demandé une bourse de Cuba, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, je suis obligée de revenir à Pointe-Noire. Je me suis fait inscrire dans une école universitaire, l'EAD, jusqu'à ce que j'ai obtenu ma licence en banque et finance en 2018. Et plus tard, en 2022, j'ai effectué encore un concours dans l'école paramédicale Jean-Joseph Lokabo de Pointe-Noire, où j'ai obtenu mon diplôme de sage-femme l'année passée. Et j'entends votre parcours, je me dis que ça prend en même temps de la résilience, une motivation, une vision. Et ce qui va me pousser à vous demander, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à embrasser ce métier de sage-femme? Alors, ce qui m'a motivée depuis que j'avais 6 ans, je disais toujours à mes parents que je serais une sage-femme lorsque je vais grandir, pour pouvoir sauver la vie des femmes enceintes. Et c'est cette soif de vouloir sauver la vie des êtres humains qui m'a poussé aujourd'hui à devenir sage-femme. Bravo. Et comment vous pourriez décrire le rôle d'une sage-femme dans la société? Alors, la sage-femme joue un rôle essentiel dans la société. Premièrement, elle accompagne les femmes pendant la grossesse. Elle suit l'évolution de la grossesse pour s'assurer que la mère et le bébé se portent bien. Elle réalise des consultations prénatales. Elle veille à la croissance du bébé. Elle donne des conseils sur l'allaitement, l'alimentation plutôt, l'hygiène et la santé. Elle prépare la future mère à l'accouchement. Elle joue également le rôle d'assistance pendant l'accouchement. Elle surveille le travail d'accouchement et aide la femme à gérer la douleur et à respirer correctement. Elle pratique l'accouchement lorsque celui se déroule sans problème. Elle veille à la sécurité de la mère et du nouveau-né. Elle joue également un rôle important après la naissance du bébé. La sage-femme continue d'accompagner la femme pour vérifier l'état de santé de la mère et du nouveau-né. Elle donne des conseils sur l'allaitement maternel et les soins du bébé. Elle joue également un rôle éducatif et social sur l'éducation à la santé reproductive, sur la planification familiale et la prévention de certaines maladies et complications. Ça fait un long menu déroulant quand même. Il y a beaucoup de rôles à prendre en compte. Et je serais intéressée en tout cas de savoir, tu parlais tout à l'heure de ta formation au niveau de l'école paramédicale, Joseph Lokabo. Et c'est l'unique formation qu'il y a au Congo, ou bien il y a peut-être d'autres formations, peut-être même qu'est-ce que tu pourras nous dire de cette formation-là pour en arriver à devenir sage-femme? Alors, pour devenir sage-femme, il faut suivre une formation dans une école paramédicale ou dans une faculté de sciences de santé. Premièrement, il faut d'abord être titulaire d'un bac scientifique COD, effectuer un concours d'entrée dans ces 10 écoles,
suivre une formation de 3 ans et à la fin de la formation, tu obtiens un diplôme d'études de carrière de santé en sage-femme. Donc, il n'y a pas seulement l'école paramédicale, il y a aussi la faculté de centre de santé qui est reconnue au niveau du Congo. D'accord, ok. Et c'est un parcours quand même, j'entends dire 3 ans, et je me dis 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand a été pour toi, par exemple, des difficultés que tu as pu rencontrer, comment tu as pu te surmonter, comment tu as pu te dépasser aussi pour en arriver ou pour vraiment décrocher ton diplôme tout récemment, comme tu le disais au début. Oui. Mais les difficultés que j'ai rencontrées pendant ma formation, c'était beaucoup plus sur le plan financier, hein, parce que l'école se trouve au centre-ville, il faut vraiment un soutien pour te permettre de payer les déplacements pour aller tous les jours à l'école et en stage dans les hôpitaux. Et même pendant la formation, on peut rencontrer aussi des difficultés émotionnelles, au moins telles que les accouchements compliqués, les urgences dans les hôpitaux, parfois les décès des mères ou des bébés. Donc, ça stresse un peu, tu vois, surtout au début de la formation. Après, on s'habitue. Mais vraiment, on l'a dit, hein, la thématique le disait, c'est un métier au cœur de la vie. Très souvent, on est content de voir une femme enceinte, mais on ne sait pas aussi tout le stress qui accompagne des personnes qui doivent veiller sur cette femme enceinte-là. Et franchement, je veux vraiment profiter du cadre et peu de la lucarne pour vous tirer le chapeau, pour vous dire vraiment grand merci pour ce que vous apportez, ce que vous faites. Et c'est toujours pas évident, c'est toujours pas simple. Et aussi dire à un jeune qui nous entend peut-être que quand on a une envie, quand on a une passion, il faut aller au bout de ça. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés financières, il y a des difficultés même dans l'apprentissage, il y a des difficultés même dans le fait de vouloir mémoriser les leçons, de te rendre à la fois sur le lieu de stage, il faut que tu sois en cours, il faut que tu sois à la maison. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est parce que tu avais un but, tu avais cette ambition-là, d'aller au bout de la chose, que tu en es arrivé. Et c'est vraiment ce message-là que je veux aussi donner aux jeunes, en tout cas ceux qui nous entendront, que la difficulté ne doit pas être un frein, mais bien au contraire un levier pour nous propulser, pour nous encourager dans ce que nous sommes en train de vouloir accomplir. Et on va donc tomber dans une autre série de questions. Là, maintenant, c'est de comprendre tant soit peu le corps de la femme. C'est vrai on voit juste le ventre qui s'enfle de l'extérieur pour beaucoup de personnes, en tout cas les profanes, hein, les gens qui ne sont pas du domaine. Mais qu'est-ce que toi, tu peux nous dire? Comment fonctionne le corps d'une femme à ces instants-là? Alors, le corps de la femme fonctionne grâce à ses organes reproducteurs, tels que les ovaires, les trompes, l'utérus, le vagin, et aussi menstruels qui permettent la reproduction. D'accord. Donc, c'est grâce à ces organes qui permettent la reproduction. Ok. Et c'est vrai qu'on parle de la femme, mais avant qu'on en arrive à être des femmes, on est d'abord des jeunes filles, beaucoup. Et parfois même, il y a ce qu'on appelle dans la société des grossesses indésirées. On voit aussi des cas peut-être de viol ou beaucoup de situations qui emmènent à ce que vous recevez peut-être une patiente de 12 ans, une patiente de 13 ans qui est enceinte, etc. Est-ce qu'il est important dans ces cas de figure-là, avant que cet incident-là n'arrive, par exemple, d'enseigner, d'aider ces jeunes filles-là à connaître leur corps? Si c'est possible, comment on peut faire concrètement? Alors, il est important pour la jeune fille de connaître son corps, car cela les aide à mieux comprendre les changements de leur corps. Parce que pendant l'adolescence, le corps de la femme change. Il y a l'apparition des seins, des règles, il y a la croissance, etc. Donc, connaître son corps permet de ne pas avoir peur de ces changements et de les comprendre. Apprendre à connaître son corps te permet aussi de protéger sa santé. En connaissant leur corps, les jeunes filles peuvent reconnaître les signes anormaux tels que les douleurs, les infections, l'irrégularité des règles et consulter un professionnel de santé si nécessaire. D'éviter également les risques aussi. Donc, c'est très important pour une jeune fille de connaître son corps. Et justement, quand tu en parles, je suis poussée à te demander, est-ce que dans notre société, ça arrive que tu reçoives quelqu'un qui vienne simplement te voir, je dirais, dans le cabinet, dans le bureau, parce que la personne a des questions sur sur son corps, sur sa personne. Parce que, à mon avis, je me dis que ça reste des sujets un peu tabous. On n'aborde pas beaucoup, on n'en parle pas trop à la maison. C'est pas difficile. C'est pas impossible, hein, c'est nous au Congo. Donc, les gens souvent ont d'aborder ce genre de sujet.
Donc, c'est difficile de voir une fille venir en consultation par rapport au changement de son corps. Donc, c'est vraiment difficile. Et comment vous pouvez aider ces genres de filles-là? Est-ce que vous proposez des séances d'accompagnement ou au niveau de l'hôpital? Qu'est-ce qui se met en place, par exemple, pour peut-être un jour, si jamais ces jeunes filles venaient, ou peut-être même vous-même aussi, hein, parce qu'il y a aussi la passion de vouloir transmettre quelque chose, ne pas juste attendre que la femme soit enceinte un matin et qu'elle vienne, elle ne sait rien, absolument de rien, et ça devient très compliqué, et tout le reste. Comment vous pouvez, peut-être à l'instant, peut-être maintenant, bon, tu es encore jeune, hein, je suppose, par rapport à toi aussi. Qu'est-ce que tu peux apporter ou qu'est-ce que tu apportes ou qu'est-ce que tu as dans la tête? Comment tu peux aider à ce niveau-là, vu que les tabous sont tellement grands, sont répandus un peu partout? Donc, pour aider ces jeunes filles à aborder ces sujets sans honte ni crainte, il faut, il faut créer un environnement sûr et rassurant, créer un climat de confiance. Hein. Donc, demander par exemple aux familles, aux parents à l'école d'expliquer clairement les sujets liés à la sexualité, aux règles, etc. Nous, par exemple, on peut sensibiliser la communauté en organisant par exemple des discussions, des ateliers, des campagnes aussi de sensibilisation pour briser certains tabous dans notre société. Et franchement, ça aiderait grand monde parce que je crois que beaucoup de jeunes filles, surtout en Afrique, quand c'est la période de règles, ça les tombe comme ça sur la tête. Et parfois même les pauvres sont honteuses alors que c'est normal. Il n'y a pas une préparation à ça. Et peut-être même aussi, je me rappelle souvent les anecdotes, quand tu vas aller t'acheter les serviettes hygiéniques, mais tu es gêné en fait. À la limite, tu te dis, mais les gens me regardent, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Mais c'est normal en fait. Tu as atteint l'âge où il faut que tu observes ces changements sur toi, que tu vives certaines choses. Et aussi, il n'y a peut-être pas aussi la culture au niveau des parents d'emmener simplement l'enfant à l'hôpital et puis rencontrer un professionnel depuis le bas âge pour justement instaurer l'environnement dont tu parlais de sécurité, un environnement propice à poser des questions et à en avoir des réponses. Oui, exactement. Donc, la sexualité et les règles sont encore des tabous dans notre société. C'est à cause de plusieurs facteurs. Donc, on a les croyances et les traditions et les croyances culturelles. Tu vois. Dans certaines cultures, parler de la sexualité ou des règles est considéré comme gênant ou honteux. Donc, parfois les traditions, parfois elles le choix à ne pas parler ouvertement de ces sujets. Aussi le manque d'éducation sexuelle. Dans certaines familles et écoles, il y a peu d'éducation sur la santé reproductive, ce qui fait à ce que les jeunes grandissent sans information claire. Donc, aborder ces sujets reste difficile. Et aussi la gêne et la pudeur. Donc, la sexualité, les règles concernent les parties intimes du corps. Donc, plusieurs personnes ressentent de la gêne ou de la pudeur lorsqu'elles en parlent. Il y a aussi la peur d'encourager les jeunes. Donc, certains adultes pensent que parler de la sexualité à des jeunes pourrait les entraîner à avoir des relations sexuelles très tôt, alors que l'information serait plutôt de les protéger. Oui, c'est tout ce que tu dis là. Je veux te poser juste une question simple. Est-ce que la santé sexuelle, c'est un concept qui peut s'enseigner, à t'entendre parler? Si oui, Exactement. comment on peut définir la santé sexuelle? Donc, la santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social lié à la sexualité. Elle ne signifie pas seulement l'absence de maladie, mais la possibilité de vivre sa sexualité d'une manière positive, responsable et sans danger. Donc, en un mot, voilà la définition de la santé sexuelle. Ok, et quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes pour protéger leur santé sexuelle? Dans la protection, il y inclut aussi des conseils, hein, comme tu le disais tout à l'heure, de l'information et de la sensibilisation. Donc, le conseil que j'aimerais donner aux jeunes pour protéger leur santé sexuelle est de s'informer correctement, d'utiliser le préservatif, d'éviter les relations sexuelles très tôt, de se faire dépister régulièrement et de consulter un professionnel de santé en cas de question. Ok, d'accord. Et ça, c'était vraiment sur la santé sexuelle parce que je me dis que c'est important qu'on n'en ait pas honte.
Et je pense même que, parlant des croyances et puis de la culture, des traditions, c'est beaucoup plus la femme qui porte cette notion de gêne. Sinon, les hommes dans la société n'ont pas un problème à, je veux dire, à en parler ou même à Oui, clairement le mettre en avant parce qu'on a tellement été éduqué à ce que la femme doit être celle-là peut-être qui doit être dans la pudeur, dans la retenue, etc. Ça fait on confond apprentissage et puis pratique. Alors que l'apprentissage, c'est de l'information, c'est simplement avoir l'idée. Parce qu'à la fin, c'est nous qui allons porter, j'ai envie de dire, les grossesses. Et si on doit porter quelque chose et on ne connaît pas au maximum notre corps, ou peut-être même les raisons qui peuvent emmener des complications ou simplement aller comment vous appelez ça, à des rencontres prénatales ou enfin je sais pas comment c'est le oui, bon des terme consultations et prénatales. voilà ces accompagnements dont vous faites ça serait un peu compliqué parce qu'il n'y a pas la notion dans la tête et donc on va arriver à ça Exactement. parce que on a compris un peu comment le corps fonctionne, on a compris aussi que comment les jeunes devraient faire attention lorsqu'il s'agirait de leur sexualité et qu'est-ce qu'on entend déjà par santé sexuelle. On a appris ces notions et maintenant on arrive à la notion de la conception et puis de la grossesse parce que finalement la sage-femme intervient beaucoup plus dans ce registre. Et pour la conception et puis la grossesse, quels sont selon toi, comment on peut pouvoir résumer la formation d'une grossesse? Parlons donc de la conception. Comment ça se produit concrètement? D'accord. D'accord. Premièrement, la conception, c'est le moment où un nouvel être humain commence à se former, tu vois. Donc, Mhm. cette conception se déroule lorsque la cellule de l'homme rencontre celle de la femme. Chaque mois, l'ovaire de la femme libère un ovule. Et cet ovule descend dans une trompe de Fallope. Elle peut vivre environ 12 à 24 heures. Et lors d'un rapport sexuel, l'homme libère des millions de spermatozoïdes dans le vagin. Ces spermatozoïdes remontent dans l'utérus, puis dans la trompe, et un seul spermatozoïde peut féconder un ovule. C'est à ce moment-là qu'on parle de la fécondation. Et dès lors qu'il y a fécondation, déjà à partir de la fécondation, la première cellule du bébé commence à se former. On l'appelle le zygote. Et dès lors qu'il y a fécondation, la cellule se divise plusieurs fois. Elle descend dans l'utérus puis s'accroche sur la paroi de l'utérus. C'est à ce moment-là que la grossesse commence. Merci beaucoup pour le schéma, même si on n'a pas les images devant, mais ça serait très intéressant encore avec une projection. Et donc, on a compris qu'il faut qu'il y ait une rencontre. Et de cette rencontre-là, il y a un zygote qui va se déposer. Et ce zygote doit normalement se développer dans des bonnes conditions. Et ce qui m'emmènera à te demander, quelles sont donc les conditions favorables pour qu'une grossesse se dise en bonne santé? Alors, les conditions favorables pour une grossesse en bonne santé, premièrement, il faut être en bonne santé avant la grossesse. La femme doit être en bonne santé avant de tomber enceinte. Il est conseillé de faire une consultation médicale pour vérifier son état de santé et traiter d'éventuels problèmes. On a également le suivi prénatal régulier. Il est important de faire des consultations prénatales régulières avec vos professionnels de santé, une sage-femme ou un gynécologue. Cela permet de surveiller la santé de la mère et le développement du bébé. Il y a aussi une alimentation équilibrée. La femme enceinte doit manger des aliments variés plutôt et nutritifs. Fruits, légumes, protéines, céréales, car une bonne alimentation aide le bébé à bien se développer. La femme doit essayer d'éviter les substances dangereuses pendant la grossesse. Il faut éviter avec l'alcool, le tabac, euh, les drogues et certains médicaments qui peuvent nuire à la santé du bébé. Avoir aussi du repos et réduire le stress, car le repos et un environnement calme sont importants pour la santé de la mère et du bébé. Et enfin, avoir un soutien familial et social, car le soutien du partenaire, de la famille et de la communauté aide la femme enceinte à vivre sa grossesse dans de bonnes conditions. Donc, en résumé, une bonne santé, un suivi prénatal régulier, une alimentation équilibrée, éviter les substances dangereuses et un bon soutien sont essentiels pour une grossesse saine. Merci beaucoup pour ces précisions et on en prendra très bonne note, j'espère bien, pour toutes les personnes qui vont réécouter en différé l'émission. Et donc, pour des questions de sensibilisation, tout à l'heure on en parlait justement, comment on peut emmener les jeunes à aller consulter des professionnels de santé sans peur ni gêne. Et on va donc simplement vous demander comment vous pouvez passer ce message-là d'encouragement à l'endroit de la jeunesse, parce que vous recevez des cas de grossesse précoce, vous recevez des cas de déni de grossesse, vous recevez des cas aussi de grossesse à risque, vous recevez des cas de grossesse avec des complications, des cerclages, etc.
Donc, c'est quoi pour toi le moment fatidique ou le moment décisif pour qu'une personne se dise venir en consultation sans gêne ni peur? Parce qu'on ne tue pas, on ne frappe pas d'ailleurs. Alors, pour encourager les femmes à venir en consultation sans gêne ni peur, c'est ce que j'ai dit, il faut créer un environnement sûr et rassurant, donner l'importance de la consultation, euh, mettre l'accent sur la confidentialité, utiliser des langages simples et positifs, normaliser le fait que la santé soit un sujet important à la vie quotidienne. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ça serait aussi de vous de demander si tu aurais, par exemple, un conseil à donner aux jeunes qui peut-être aussi voudront embraser la voie que tu as pris, qui veulent devenir sage-femme, parce que le décalage entre la beauté du métier et les revers est vraiment grand. On en parle de la beauté quand on fait naître on aide une femme à accoucher, on tient un bébé, on voit la maman qui est bien portante, et quand ce sont des jours down, là où il y a l'un des deux qu'on perd, ou peut-être même les deux qui partent, comment ça se gère, et vraiment quelqu'un qui aspire à devenir sage-femme, quelles sont peut-être les qualités, les atouts, qu'est-ce que la personne doit développer, qu'est-ce que la personne doit faire concrètement pour vraiment aller au bout et aimer la chose plus que simplement le côté beau, parce que je vais faire mettre moi d'une femme, etc. Alors, le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui veulent exercer la profession de sage-femme, de se préparer académiquement, avoir de bonnes bases en sciences de la vie, biologie et santé est essentiel. Préparer des études spécialisées en sage-femme qui durent généralement 3 ans. Développer les qualités humaines. La profession demande la patience, l'empathie pour accompagner les femmes et leurs familles, l'écoute active pour comprendre les besoins des patients, le respect et la discrétion car les échanges concernent des sujets intimes. Être aussi prêt à travailler en équipe car les sages-femmes collaborent avec les médecins, infirmiers et autres professionnels de santé. Donc la communication et l'esprit d'équipe sont donc essentiels. Se tenir informé des évolutions de la santé, car le domaine de la santé évolue constamment. Nouvelles techniques, prévention, vaccination. Donc il est important de se former continuellement. Enfin, développer des compétences pratiques. La sage-femme doit savoir accompagner une grossesse normale et l'accouchement, surveiller la santé de la mère et du bébé, donner des conseils en santé sexuelle et reproductive. Donc voilà un peu le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui veulent exercer la profession de sage-femme. Oui, merci beaucoup Madame Lafleur pour vos mots et aussi pour vos atouts humains, parce qu'il faut en avoir. Faire ce métier, c'est au-delà de l'argent qui se donne, c'est vraiment parce qu'il y a un cœur qui bat à l'unisson avec l'envie de créer la vie dans la société. Et donc, mesdames et messieurs, chers participants, on en voit aujourd'hui que le positionnement doit être stratégique. Il faut aussi avoir la capacité à inspirer les autres. Et ils sont vraiment les éléments clés dans le parcours de toute personne qui veut accomplir des grandes choses. Et c'est exactement ce dont nous avons abordé aujourd'hui dans cette émission. Et l'idée reste que dans l'Accueil Academy, c'est le lieu où la connaissance rencontre l'inspiration. Et aussi l'opportunité qui nous est donnée chaque fois de grandir, d'en apprendre sur différents sujets. Et ce sujet, en tout cas, est vraiment au cœur de l'actualité parce que tous les jours, si on vit tous les jours, forcément, il y a des vies aussi qui se créent. Et vraiment, merci beaucoup, Madame Lafleur. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et merci de vous être prêté aussi à répondre à notre série de questions. Et je ne sais pas si vous aurez peut-être un mot de fin, je ne sais pas, une dernière note, quelque chose que vous voulez partager avec nous, tout simplement ce qui vous vient à cœur pour qu'on puisse clore l'émission ensemble. Pour conclure, je voudrais dire que le métier de sage-femme est très important pour la santé des mères et des bébés. C'est un travail qui demande beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de pardon. Je remercie l'animateur qui vous est de m'avoir invité pour cette émission et merci également à tous ceux qui vont nous suivre. Mais merci beaucoup, vraiment merci beaucoup et on espère qu'on t'aura encore pour d'autres émissions, pour d'autres discussions autour justement du métier de la sage-femme. Et donc mesdames et messieurs, merci à tous pour votre attention, merci d'avoir été avec nous et d'avoir découvert ensemble ce métier passionnant qui est être sage-femme. Et donc on vous dit à très bientôt pour d'autres émissions, pour d'autres découvertes avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et merci à tous.